Monsieur le Président, cher Patrick, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai répondu très volontiers à l'invitation que m'a faite Patrick Kessel pour la raison qu'il a dite, parce que je garde une solide mémoire et je pense que nous avions bien fait d'éclairer les défis qui se présenteraient sur le chemin de la République. Nous y sommes d'ailleurs. Vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez mieux? J'allais dire, nous y sommes. Donc voilà, vous m'avez demandé de donner mon éclairage sur l'après-janvier, plus que jamais la République laïque. Je le fais bien volontiers, avec l'expérience qui est la mienne. J'ai fait un plan en 4 parties pour être original, puisque ça ne se fait pas. D'abord, la laïcité n'est pas tournée contre les religions. Le terrorisme djihadiste est un défi que la République peut relever, c'est la deuxième partie. Troisièmement, l'enjeu, c'est la crise de la démocratie que j'essaierai de définir un peu mieux. Et enfin, ma conclusion sera que nous devons faire aimer la République laïque en lui redonnant notamment une dimension de projection, ou comme on disait autrefois, de projet. Il paraît que c'est passé de mode, mais de projection dans la vie. Tout d'abord, la laïcité n'est pas tournée contre les religions. La laïcité est d'une certaine manière une croyance dans la raison naturelle, en la capacité des citoyens formés par l'école de la République, de s'entendre sur une idée du bien commun, res publica, dans un espace public soustrait à l'empire des dogmes. Je ne fais là que répéter ce que vous savez tous. Mais c'est utile pour ceux qui ne sauraient pas tout ce que vous savez. D'abord, la laïcité n'est pas contre les religions. Il y a une déontologie de l'école laïque que Jules Ferry, dans une lettre célèbre, avait rappelé au maître d'école, de rien dire qui puisse blesser la conscience d'un parent des élèves qui lui étaient confiés. Et j'ai relu Pénard-Ruiz, Henri Pénard-Ruiz, qui commente positivement, bien qu'en ouvrant la question, cette lettre de Jules Ferry aux instituteurs. Il y a une déontologie de la laïcité et de l'école laïque, et il me semble qu'il faut le dire à ce moment, il ne faut pas confondre la laïcité à l'école publique et la liberté d'expression. Prenons l'exemple des caricatures de Mahomet. C'est évident que la liberté d'expression est totale, il n'y a pas d'interdiction, même du blasphème, ça n'existe pas. La seule limite à la liberté d'expression, c'est l'appel à la haine. Ça, c'est une limite. Mais en dehors de ça, il n'y en a pas. On peut attendre cependant d'un professeur de dessin à l'école publique qui ne caricature pas Mahomet pour apprendre le dessin à ses élèves. Parce que ça, c'est la laïcité à l'école, qui a une déontologie. Mais il faut blesser la conscience d'aucun enfant, et pas plus qu'il faudra tourner en dérision, pas Jésus-Christ, Moïse, Luther, que c'est encore. Ne nous trompons pas sur la signification de la manifestation du 11 janvier. Je crois qu'elle était belle, elle avait le sentiment que le peuple français défendait une certaine conception de la civilisation fondée sur la liberté, défendait la République, et que cette idée de la France rencontrait beaucoup d'échos de par le vaste monde. Ça a été un moment très fort. Sachons nous inscrire dans cette visée pour apporter aux défis qui sont devant nous les réponses nécessaires. D'abord, la foule brandissant une petite pancarte « Je suis Charlie » disait « Je le crois, je n'accepte pas qu'on porte atteinte à la liberté d'expression ». Elle ne disait pas « Je suis sur la ligne éditoriale de Charlie », parce que autrement, Charlie aurait eu plus de 30 000 abonnés ou lecteurs.
Et je ne disais pas non plus je suis contre l'islam. Parce que, je ne veux pas revenir sur la question de l'islamophobie qu'a développée Mme Guirous, mais n'oublions jamais que les principales victimes du terrorisme, ce sont les musulmans. En Algérie, hier, au Mali, en Syrie, en Irak, avec Daesh, il ne m'appartient pas à moi de dire ce qu'est l'islam. Je n'y suis pas autorisé. Et en tant que laïc, je ne pense pas avoir donné une interprétation du Coran, que pourtant j'ai lu dans la traduction qu'en a faite mon ami Jacques Berck. J'ai lu attentivement, j'ai de comprendre ce qu'il y avait derrière, néanmoins, je me garderai d'authentifier telle ou telle interprétation. Il me semble que l'islam n'est pas plus incompatible avec la laïcité que ne l'était le catholicisme. Et j'ai bien pesé mes mots parce que je les pèse toujours au trait de chet. L'islam n'est pas plus incompatible avec la laïcité que ne l'était le catholicisme. Je le crois, dans leur immense majorité, les musulmans de France voient dans l'islam une religion de paix et de miséricorde. J'observe simplement, après Jacques Berck, que 44 fois dans le texte du Coran, tel qu'il l'a traduit, il y a un appel à la rationalité. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de religions où il y a aussi souvent fait un appel à la rationalité. Il y a aussi un appel à la conquête du savoir, aller chercher le savoir jusqu'en Chine, dit Mahomet. Jusqu'en Chine, ça veut dire jusqu'au bout du monde. Mais les Chinois étaient très à l'avance. Enfin, dans une sourate, qui est je crois la deuxième, la sourate de la vache, il dit « pas de contrainte en matière de religion ». Il est vrai que les sourates de Médine peuvent s'interpréter un peu différemment, mais encore une fois, ce n'est pas mon affaire, et je ne veux pas interpréter un texte qui est sacré pour beaucoup de gens, enfin c'est la deuxième religion de France selon dit. Le terrorisme djihadiste, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, est un défi, et c'est ce que je voudrais vous dire ce soir, un défi que la République peut relever, avec sang-froid, avec sérénité, en s'appuyant sur ses principes, et en particulier sur le principe de laïcité, bien compris. C'est un défi que nous pouvons d'autant mieux relever que le terrorisme n'a jamais mis bas aucune démocratie. Bien sûr, il a fallu affronter, je veux dire, avec les brigades rouges, la bande à Bader, d'autres formes de terrorisme, y compris de formes djihadistes, dans les années 90. Mais je pense que nous sommes tout à fait en capacité de relever ce défi si nous prenons la mesure complète du problème dans l'espace et dans le temps. Ce terrorisme djihadiste qui s'est manifesté début janvier, qui s'est manifesté auparavant, quelqu'un verra, j'évoque leur passant, demain probablement encore. Ce terrorisme djihadiste est à l'intersection des tensions qui traversent notre société, d'une part, et d'autre part, des conflits qui frappent le monde arabo-musulman. Je pense que dire cela ne choquera personne. C'est l'évidence. Naturellement, je ne prêche pas une culture de l'excuse. Ça n'a jamais été de ma manière. Je dis bien ailleurs, je sais que il y a des pauvres qui sont honnêtes et il y a des riches qui sont malhonnêtes. La pauvreté n'est pas une excuse de la délinquance. Et il faut toujours garder présent à l'esprit cette idée que le passage à l'acte est toujours une responsabilité de l'individu. Par conséquent, si je reviens par exemple sur le cas d'Amélie Coulibaly, ce n'était pas vraiment un enfant abandonné de la République. Il avait un diplôme, un BEP de maintenance électronique, je crois. Il avait un salaire de 2200 € par mois. J'entends dire qu'il devait donner un sens à sa vie, pour ceux qui veulent faire de la psychologie
à relever ce problème, c'est que nous tous à donner un sens à la vie. Nous débrouillons comme nous pouvons. Chacun y parvient plus ou moins. Donc, là encore, pas de culture de l'excuse. La loi républicaine, il faut le rappeler, s'applique à tous. Et je dis souvent, la loi est l'esprit de la loi républicaine. Je vais prendre un exemple. C'est celui des signes ostentatoires d'appartenance religieuse qui a été prohibé à l'école jusqu'au lycée. Maintenant, le problème qui se pose, c'est est-ce qu'à l'université, il faut le prohiber aussi? Bon, je veux dire qu'il n'y a rien qui nous gênerait, une petite disposition législative qui étendrait cette prohibition à l'université. Le fait que ce soit généralement des étudiants adultes, puisqu'ils ont plus de 18 ans, ne change rien à l'affaire, au contraire, je dirais. Parce qu'on sait très bien ce que peut signifier le port de certains significatifs, le port du voile. Pour tout dire, c'est un enfermement de la femme dans une forme de communautarisme que nous n'avons pas favorisé. Il y a des communautés, on peut le constater, qu'on doit les encourager, c'est une autre politique. J'observe que c'est la politique qui a été menée en Grande-Bretagne, mais les Britanniques s'interrogent. J'observe à ma grande stupeur que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe vient d'autoriser l'enseignement par des enseignements voilés, Ça me paraît vraiment une réputation surprenante, hein, qui d'ailleurs crée des mécontents dans certains Länder, notamment à Berlin, dans les Länder de l'Est. Mais je dirais que même le Conseil d'État en France s'est révélé faillible à une certaine époque. Il a rien à dire. Donc, je souhaite la même évolution pour le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Je pense que notre tâche pour relever le défi, c'est d'assécher le terreau où cette idéologie terroriste mortifère plonge ses racines. Et quand on a dit ça, on mesure toute l'ampleur du problème. Parce que, comme je le disais, ce terrorisme djihadiste est l'intersection de la fracture sociale en France et des conflits qui frappent le monde arabo-musulman. Fracture sociale, gouffre du chômage. L'idéal laïque peut-il ne pas combattre l'intégrisme ordo-libéral qui enferme l'Europe dans une stagnation à perte de vue? La fameuse règle d'or pour réduire à 60% le niveau de la dette, vous en avez pour 40 ans. Est-ce intelligent? À l'intersection de la fracture sociale, et je rappelle que dans certains pays, vous avez la moitié de jeunes au chômage, en Grèce et en Espagne. Chez nous, un quart. Et par ailleurs, les conflits qui frappent le monde arabo-musulman. Je suis toujours frappé de voir, choqué, de voir qu'il n'y a pas de vision historique sur ces questions. Et pourtant, on peut expliquer ça simplement. Le monde musulman est affronté au défi de l'Occident depuis qu'il n'a plus tout à fait le sou, depuis qu'il a échoué devant Vienne. Les armées ottomanes, en 1683, ont été défaites par la cavalerie polonaise. Bon, c'était le début d'un lent déclin de l'Empire ottoman, qui était un magnifique empire. Le califat islamique, qui était le sultan, qui n'est aboli, je le rappelle, qu'en 1924. Et il y a deux réponses qui sont historiquement apportées par le monde musulman au défi de l'Occident. Il y a une réponse moderniste, se mettre à l'école de l'Occident, c'est ce que fera Atatürk. Et il y a une réponse identitaire. Alors la réponse moderniste a d'autres variantes, le libéralisme socialisme, le nasserisme, le basse. Il y a des idéologies, si vous voulez, laïques, enfin, plus ou moins laïques, Bourguiba, en Tunisie. Et puis, la réponse identitaire, c'est les frères musulmans. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont créés en 1928, 4 ans après la chute du califat. Et les frères musulmans, chacun sait qu'ils ont été soutenus par les États-Unis contre Nasser. Comme d'ailleurs, les Mujahideen afghans l'ont été contre l'URSS par les Saïds pakistanais et par la CIA américaine. C'est un rappel qu'il faut savoir faire.
Le point de bascule, historiquement, c'est la guerre des 6 jours et la défaite du nationalisme arabe. J'ai interrogé en allant en Tunisie, j'ai rencontré l'ancien président, le nouveau, et puis les principaux responsables politiques, dont les islamistes, M. Ranouchi et quelques autres. Je leur ai dit, mais comment êtes-vous devenu islamiste? Et Ranouchi m'a dit, le président des Lada, m'a dit, mais moi j'étais nazérien. Mais après la guerre des 6 jours, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'avenir dans cette direction. Donc je me suis rapproché des frères musulmans. Et un autre m'a dit, j'étais bassiste. Mais après la guerre des 6 jours, je me suis rapproché des frères musulmans. Donc il faut comprendre comment une réponse, la réponse identitaire est, selon nous, obscurantiste, a pris le pas sur l'autre. Alors il n'y a pas que la guerre des 6 jours, il y a les chocs pétroliers, 1973. Et naturellement, le basculement du centre de gravité du monde arabe, des pays méditerranéens, de l'Égypte, du Liban, de la Syrie, de l'Irak, vers les pays du Golfe. Les pétromonarchies, le pétrole, le pétrodollar, les masses d'argent, les centaines de milliards de dollars qui vont favoriser partout la création de madrassas, de mosquées, l'implantation, le financement d'imams wahhabites, parce que l'Arabie saoudite c'est le wahhabisme qui n'est pas très loin d'une forme de salafisme, c'est-à-dire de lecture étroite et générale du texte, qui lui-même est un terreau pour d'autres dérives que j'ai évoquées pour commencer. Pour en terminer avec ce rappel historique, il faut noter l'échec du processus de paix entre Israël et la Palestine, qui reste comme une blessure jamais refermée pour les Arabes et même généralement pour une bonne partie des musulmans. J'ajouterai les ingérences occidentales. 1990, la première guerre du Golfe, c'est la fin de la politique arabe de la France, qui visait à favoriser les vecteurs de modernité. Et que faisons-nous à la suite des États-Unis, sinon nous mettre à la remorque de l'Arabie saoudite? Vous avez tous entendu parler du pacte de 1945 entre le président des États-Unis et le roi d'Arabie saoudite, Ibn Saoud. C'est une orientation que la France, depuis lors, a suivie. Elle l'a suivie, hélas, sans discontinuer. Je dis hélas, parce que, naturellement, cette idéologie wahhabite et salafiste, elle porte toutes les dérives que je viens de dire, de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Nigeria, jusqu'au Caucase, à l'Asie centrale, naturellement, au Maghreb, au Machrek, dans les pays du Golfe, et même au-delà. J'évoquais le rôle de Ben Laden en appui des mouvements des djihadistes afghans et des talibans. Et l'invasion de l'Irak en 2003, qui clôt la période de blocus, qui fait des centaines de milliers de morts, cette invasion de l'Irak jette bas l'État irakien, son armée, sa police, son administration, et naturellement consacre la prédominance de l'Iran, car les chiites sont majoritaires en Irak, donc le gouvernement irakien est dans la mouvance iranienne, et par conséquent l'Iran peut développer une politique qui fait qu'à travers l'Irak, la Syrie, qui était son allié depuis 1980, le Hezbollah libanais, il y a une sorte d'axe chiite, comme on dit, même si les chiites ne sont que 10% des musulmans, axe chiite qui provoque naturellement la formation, je ne dirais pas d'un axe sunnite, parce que c'est un peu plus compliqué, mais enfin Daesh n'est pas sorti du chapeau là, hein. Vous imaginez bien ce qui s'est passé, il a fallu qu'on finance les sunnites irakiens qui, se sentant rejetés, se sont jetés dans les bras de terroristes djihadistes. Donc, dernier élément, la révolution arabe, qui débouche sur une vague islamiste, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, où le régime de Bachar el-Assad choisit la voie de la répression. Mais en même temps, je dirais, les choses se sont énormément simplifiées. Aujourd'hui, même si on essaye de construire des cartes, on voit qu'il y a 8 types de conflits en Syrie,
en réalité, on voit bien qu'il y a d'abord un conflit entre le régime et puis une opposition qui a toujours été dominée par l'islamisme. En 1982, c'était déjà, bon, certains se souviennent peut-être de la répression de Hama, c'était déjà le fait musulman. Donc le legs étant celui-là, la question qui nous est posée, c'est de retrouver une utopie de progrès partagé entre le monde arabo-musulman et nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, le binôme franco-algérien, je pense que François Hollande a su tisser des liens étroits avec l'Algérie. Je pense que son voyage à la fin de 2012 a été marquant. Le binôme franco-algérien pourrait être structurant pour une nouvelle conception du monde. Ça suppose beaucoup de travail, bien entendu. Nous en sommes pas tout à fait là. Donc, me retournant sur le passé, je vois ce qu'est le legs diplomatique des anglo-saxons. Je dirais que dans le monde arabo-musulman, c'est la subordination à l'Arabie saoudite. Si on va un peu plus à l'est, c'est le Pakistan. Le Pakistan qui est le seul État qui soit bâti sur la région. C'est le produit de la partition de l'Empire des Indes, 1946 ou 1947. Et on voit le résultat. Disons que, moi je crois au Pakistan comme une nation qui se construirait sur les bords de l'Indus, une nation parmi d'autres, mais certainement pas la nation des purs musulmans. Enfin, il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des gens qui ne sont pas... Enfin, je ne sais pas mon affaire, je ne vais pas en dire. Donc j'en arrive au troisième point. L'enjeu, c'est une crise de la démocratie, dont nous devons prendre toute la mesure. C'est une crise du monde arabo-musulman, que je me suis longuement étendu, parce que c'est la question, ça ne nous échappe pas, et il faut la traiter. Deuxièmement, c'est la crise du capitalisme financier mondialisé. Une économie casino qui a fait disparaître la vision du long terme, qui est vraiment la prédominance du court terme, celle des marchés financiers. Et puis d'autre part, l'exaspération de l'hyper-individualisme libéral, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, est la négation du citoyen. Parce que ce que vous voyez là, le débat Jaurès-Clémenceau, c'est un débat sur le collectivisme. Clémenceau accuse Jaurès d'être un collectiviste. Et il fait l'apologie de l'individu et de l'individualisme. Mais en réalité, quand on lit bien les textes de Clémenceau, on voit que derrière l'individu, il y a le citoyen. Donc une médiation par, je dirais, la capacité du citoyen à penser par lui-même, qui fait qu'à travers le citoyen, eh bien, Clémenceau retrouve la dimension du collectif. Et naturellement, le procès qu'il fait à Jean Jaurès n'est pas dépourvu d'une certaine mauvaise foi, ni la réponse de Jaurès d'une certaine malice, ceux qui connaissent le débat. Donc, il y a ces deux crises que je viens de dire, il y a celle de l'Europe, une Europe hors sol, pensée en dehors des nations, et par conséquent de la démocratie, une Europe substitut des nations, au lieu de la construire dans le prolongement des nations. On a voulu en faire une substitut, d'où l'erreur de la monnaie unique, qui juxtapose des économies très différentes des nations, qui sont profondément hétérogènes, et qui, au lieu de les rapprocher, les divisent. Je n'épilogue pas la Grèce, l'Allemagne, etc. Vous avez entendu parler de tout ça. Nous sommes donc confrontés à une immense crise de la démocratie. L'idéologie dite des droits de l'homme, on oublie les droits du citoyen, c'est-à-dire les droits de l'individu, seul sujet de droit, aboutit à la dissolution du commun, qui est au cœur de l'idée laïque. La dissolution du commun, c'est-à-dire de la politique, des conditions mêmes d'exercice de la démocratie. La pseudo-souveraineté de l'individu aboutit à la dissolution du peuple en tant que citoyen encore, si nous sommes des républicains, nous comprenons bien cela, et de la forme politique de l'État-nation, soit au nom de la gouvernance, en Europe ou dans le monde, soit dans l'ordre international, au nom de l'ingérence du droit ou même du devoir d'ingérence. Quand on voit, il nous a conduits en Irak, les Américains, et nous sur leur trace en Libye. Il faut le rappeler. C'est assez rare qu'on rappelle tout ça. Donc, je prends la liberté de le faire de mon coup. Nous assistons au naufrage de la démocratie comme maîtrise collective et réfléchie de l'histoire au nom d'une croyance anhistorique dans l'efficience des marchés. C'est néolibéralisme. La crise de la démocratie est plus sensible encore dans une république laïque comme la nôtre, une
triomphe d'idéologie obscurantiste résulte de l'abandon, de la méconnaissance de la laïcité comme condition de validité de la formation d'une volonté générale, d'un bien commun à tous les hommes. J'ai dit bien commun à tous les hommes, alors je termine, Président, je n'avais pas vu les billes, hein, d'un bien commun à tous les hommes et non pas une partie des hommes. Je pense par conséquent qu'il faut savoir rejeter ce que j'appellerais l'occidentalisme, hein, penser un avenir de progrès pour tous, y compris le monde arabo-musulman. Il faut réconcilier avec la modernité. Donc, je vais noter Palestine, Iran, qui peut penser qu'on ne peut pas, qu'on ne va pas, qu'on ne doit pas réintégrer l'Iran dans la communauté internationale et que les Palestiniens ont droit à un État. C'est une évidence. Cette modernité, avons-nous toujours su la rendre aimable? Hein, poser les questions, c'est y répondre. La modernité du capital financier mondialisé suscite partout un immense rejet. C'est une autre modernité qu'il faut faire aimer. Faire aimer en faisant aimer la République, qui porte des valeurs universelles, même si elle s'appuie sur une nation. Je vous rappelle que la France, quand elle est devenue adulte, a consacré la souveraineté nationale. Article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Et la nation, bien entendu, procède de la France. C'est au moment, alors ce renversement de principe aboutit 3 ans après à la proclamation de la République. Il y a donc à la fois dans notre histoire une césure et une continuité. Une continuité que les fondateurs de l'école publique ont toujours su mettre en scène. Si j'explicite ainsi le lien qui unit la République à la France, c'est pour mieux mettre en valeur les conditions de rétablissement de la République. On ne peut pas aimer la République si on n'aime pas sa langue et son histoire. Or, comme ancien ministre de l'Éducation nationale, je constate l'abandon des grands textes, l'enseignement du français. Je constate aussi l'abandon de l'histoire de France dans les programmes. Et je pense qu'il faut les réintroduire si on veut faire aimer la République, si on veut agréger de nouveaux citoyens, parce que l'intégration dont on parle, elle n'est possible que si la France s'aime elle-même. Si elle se déteste, si elle fait pénitence tous les jours, évidemment, personne n'aura envie de s'agréger à elle. C'est le bon sens. Donc il faut retrouver un récit national non pénitentiel. J'ai pu comprendre que Mme Guirousse allait tout à fait dans ce sens. S'agissant de notre histoire au XIXe et XXe siècle, ce serait trop long si je voulais développer. Donc je vois l'œil sourcilleux de notre président respecté. Je dirais donc qu'il faut expliquer la France et la République, expliquer la laïcité, redonner sens au combat républicain en France et dans le monde, donner sens à ce qu'est l'idée de justice. Relever les codes de la République n'est pas possible si on ne relève pas la République elle-même. Je prends la défense de Najat Vallaud-Belkacem, que je pense que ce n'est pas l'affaire du seul ministre de l'Éducation nationale. C'est la parole publique dans son ensemble, telle qu'elle est portée par l'ensemble des gouvernants, qui est dans tous les domaines au cœur de l'affaire. Je vous pose cette question pour conclure. Que croyons-nous? Alors, on peut croire quelque chose contre le Front National, etc. L'affaire est entendue, je ne la plaide pas. Hein. Mais il faut penser positivement. Comment voyons-nous l'avenir de notre société, l'avenir du monde? Quel projet proposons-nous? La laïcité est un combat, je le rappelle, c'est celui de la raison qu'il faut remettre à l'œuvre dans l'histoire après 3 décennies d'obscurantisme consenti. Une histoire qui sera inséparablement la nôtre et celle des autres. Vous voyez qui je me dis. Hein, énoncer le défi, c'est prendre la mesure de son immensité. Alors, il y a un adage que j'aime beaucoup, il n'y a pas de cap pour qui ne connaît pas le port. Donc, ce n'est pas vous, mais évidemment, au-delà de vous, beaucoup d'autres que j'invite à retrouver le cap de la République et de la laïcité.